Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un rebond des marchés actions auxquels on assiste en Europe, notamment à mi-séance. Rebond qui vient de l'Est, qui vient d'Asie et qui vient de Chine, plus précisément, après les propos tenus par le vice-premier ministre chinois Liu He à l'occasion d'une réunion du Conseil de stabilité. La Chine et Pékin notamment promettent de prendre des mesures de soutien pour l'économie au premier trimestre de cette année, pour les marchés également qui ont accusé des baisses importantes ces dernières semaines. Rebond chinois qui a été spectaculaire si on prend la mesure de la bourse de Hong Kong. L'indice Hang Seng a rebondi de quasiment 10% aujourd'hui, et si on se focalise même sur la partie technologique de l'indice Hang Seng, c'est un rebond de quasiment 20%, les grandes valeurs technologiques chinoises étant celles qui avaient le plus souffert ces dernières semaines sur le marché. Le rebond donc est contagieux et se retrouve sur les indices européens à mi-séance avec des hausses de 3% et plus, même pour certains indices en ce milieu de journée. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. Et sur le marché obligataire, eh bien, les investisseurs se préparent à la première hausse de taux de la Fed dans ce cycle. Ce soir, elle sera délivrée, une hausse attendue de 25 points de base qui sera la première d'un cycle. La communication de Jérôme Powell évidemment sera très suivie, quelle sera la stratégie et la communication, le message qui accompagneront cette première hausse de taux de la Fed. Le marché y sera évidemment très attentif. En attendant, on a un nouveau phénomène de correction obligataire aujourd'hui avec un 10 ans américain qui est quasiment remonté jusqu'à 2,20% ces dernières heures. Et dans ce contexte, nous parlerons de stratégie d'investissement avec deux invités qui vont nous accompagner pendant cette demi-heure. Jean-Jacques Ohana, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha, et Delphine Arnaud qui sera avec nous également en plateau, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. C'est un rebond un peu chaotique depuis un peu plus d'une semaine maintenant, mais c'est quand même un rebond qui est suivi aujourd'hui sur les marchés européens. Les infos clés du jour à mi-séance avec Alix Nguyen. La place parisienne reprend un shot de vert à la mi-journée. L'indice s'inscrit dans le sillage du rebond de Wall Street hier et des marchés asiatiques ce matin. À Wall Street, on relève que le S&P 500 inscrivait hier sa première hausse depuis mercredi dernier. L'indice a bénéficié du repli des cours du pétrole et de l'augmentation moins forte que prévue des prix à la production aux États-Unis le mois dernier. En Asie, le Hang Seng de la bourse de Hong Kong a rebondi de 9,1%, propulsé par la remontée de plus de 10% de l'indice des valeurs technologiques. Le CSI 300 chinois a pour sa part repris 4,3%. Une hausse corrélée à la déclaration du vice-premier ministre Liu He, selon laquelle ce dernier entend engager des mesures destinées à stabiliser les marchés de capitaux et à renforcer l'économie au premier trimestre. Ce mercredi, la volatilité devrait toujours bien imprégner la séance. Elle sera conditionnée par plusieurs facteurs. La remontée des cours du pétrole d'une part, la poursuite des discussions entre l'Ukraine et la Russie, et puis la décision monétaire de la Fed sur ses taux d'intérêt. Sur le front géopolitique, après avoir commencé leurs échanges lundi, les délégations ukrainiennes et russes se réunissent une fois de plus dans la journée. En début d'après-midi, Volodymyr Zelensky doit s'adresser par visioconférence aux élus du Congrès américain. Il devrait appeler une nouvelle fois à la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, une mesure soutenue par plusieurs élus du Congrès, mais que le président américain Joe Biden a pour le moment écarté. Par ailleurs, la Russie doit honorer aujourd'hui une échéance de remboursement de sa dette publique d'un montant de 117 millions de dollars dans un contexte où plane sur elle le risque du défaut de paiement. La Fed s'apprête de son côté à annoncer le premier relèvement de ses taux d'intérêt depuis la fin 2018. La Banque centrale publiera son communiqué à 19h, suivi de la traditionnelle conférence de presse de Jérôme Powell à 19h30. Sur le plan des valeurs automobiles, bancaires et technologiques sont à nouveau convoitées. Faurecia et Renault sont en hausse. ST Microelectronics et Soitec progressent nettement. Du vert également pour BNP Paribas. Et puis on relève aussi que porté par l'engagement des autorités chinoises à soutenir les marchés en baisse, les valeurs du luxe rebondissent. LVMH, Kering et Hermès décollent. Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
Deux invités avec nous pour cette demi-heure d'émission. Delphine Arnaud qui est à nos côtés, gérante chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Delphine. Merci d'être avec nous. Et Jean-Jacques Ohana, je le rappelle, qui est en plateau également à nos côtés, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Je commence avec vous Jean-Jacques. 21e jour de conflit en Ukraine, une guerre de haute intensité, inédite depuis des générations sur le sol européen, qui engage une puissance nucléaire comme la Russie. Voilà, pour rappeler quelques éléments de contexte, quel est le cadre d'analyse de marché qu'on peut avoir à 3 semaines de guerre désormais révolues, et quelles sont les implications pour les investisseurs? Quels sont les éléments d'analyse que vous avez en tête aujourd'hui, Jean-Jacques? Ce qui est, ce qui est intéressant du point de vue des marchés, mais ce qui est malheureux évidemment du point de vue humain, c'est qu'en fait, cette guerre, on peut la dater de manière précise. En fait, la date d'intervention russe, d'invasion russe, c'est le 24 février. Et auparavant, il y avait des tensions, mais nul, sauf peut-être les Américains, n'anticipaient une guerre de cette ampleur, de cette violence et de cette intensité, comme vous l'avez dit, en Ukraine. Et donc, on peut voir finalement depuis cette date ce qui s'est passé sur les marchés, ce qui prévalait avant et ce qui est nouveau. Ouais. On a commencé l'année avec un rebalancement en faveur des values. Il était global, il était puissant, mais on pouvait voir aussi que ce rebalancement, on en a parlé plusieurs fois ensemble, n'était pas forcément négatif pour les marchés. Par exemple, les banques étaient aux côtés des sociétés productrices de matières premières, que ce soit les ressources de base, mais aussi le pétrole, étaient des leaders. Et ce qui s'est passé depuis la mi-février, donc un petit peu avant le 24 février, mais surtout qui a été amplifié par le 24 février, c'est que finalement, on a restreint le leadership des marchés à un petit segment du value, uniquement en matières premières. Ouais. Depuis le début de l'année, on est désormais à autour de 10% pour les ressources de base et autour un peu moins pour les pétrolières, autour de 8% de hausse depuis le début de l'année. Par contre, sur les banques, on est maintenant à moins 12. Ouais. Et donc, on a eu une correction des banques entre moins 20 et moins 30% selon les banques, mais qu'aujourd'hui, on peut situer autour de moins 25 par rapport au plus haut de l'année, qui est quelque chose de très significatif. La crise géopolitique a marqué un coup d'arrêt pour la tendance du secteur bancaire. Absolument, absolument. Alors, évidemment, il y a des rebonds, on en a parlé. L'opération russe se passe mal par rapport à ce qui était escompté par le Kremlin, parce qu'il prévoyait probablement une opération de courte durée. Et on voit qu'aujourd'hui, elle s'éternise, que le coût pour la Russie devient très important, non seulement de la guerre, mais aussi des sanctions. Et sur les sanctions, du point de vue des marchés, on a un rebalancement des cartes total. Puisque finalement, peut-être qu'on n'avait pas forcément calibré ça dans les esprits, mais la Russie, ça ne représente pas seulement le gaz et le pétrole, mais globalement 15%, 16% du marché mondial des matières premières, premier exportateur de blé, premier exportateur de nickel à fort contenu, à fort de meilleure qualité, de bonne qualité, utilisé dans les batteries de véhicules électriques, par exemple. Premier producteur de palladium, encore un composant essentiel dans les voitures. Et donc, au total, on a un bouleversement économique mondial sur l'approvisionnement des matières premières, mais aussi géopolitique, parce que le précédent, c'est finalement de geler les réserves de la banque centrale de Russie, qui a des réserves puissantes, investies principalement en dollars, mais aussi sur les marchés européens, puisque je rappelle que la Russie est exportatrice, a une position nette exportatrice vis-à-vis de la zone euro, donc ils ont aussi dans leur portefeuille probablement des dettes européennes, dettes allemandes et autres. Et donc, aujourd'hui, on a un précédent jamais connu dans l'histoire moderne financière. On a une hégémonie du dollar qui s'était installée finalement depuis 50 ans, depuis 60 ans, depuis l'après-guerre. Et aujourd'hui, cette hégémonie du dollar, elle est remise en question avec finalement probablement un modèle multipolaire qui va se mettre en place sur les devises. Probablement l'émergence du yuan, peut-être d'autres choses. Peut-être qu'il va y avoir
un rebalancement des cartes sur finalement l'investissement des réserves des banques centrales dans le monde. Et tout cela, finalement, on n'a pas fini de mesurer les conséquences en termes politiques et en termes financiers de cette guerre à nos frontières, finalement, en Europe. Quand bien même le conflit militaire pourrait être, et on l'espère, circonscrit, fixé, stabilisé le plus rapidement possible, ces sujets-là, la boîte a été ouverte. Ça fait 15 ans que je suis les marchés, 15 ans que j'entends qu'on fantasme sur la fin du dollar, la dédollarisation du monde, etc. Mais là, vous dites, il y a quand même un précédent, il y a une réalité qui s'est matérialisée et qui peut accélérer. Alors, ce qui était quand je dis un fantasme, c'était un risque qui n'était pas un risque significatif au final. En tout cas, les 15 dernières années l'ont montré. Mais là, il y a quelque chose qui est monté en termes de probabilité, vous dites, Jean-Jacques. Absolument. Les banques centrales qui ne sont pas totalement alignées ou qui ne sont pas alignées politiquement sur les États-Unis vont réfléchir à 2 fois avant d'investir leurs devises et leurs réserves dans le dollar ou dans d'autres devises occidentales. D'ailleurs, pour l'euro, c'est le même problème qui se pose. Et aujourd'hui, on voit du pétrole qui est dénominé en yuan pour la première fois. L'Arabie, c'est ce que racontait le Wall Street Journal hier. Riyad réfléchit activement à pricer le dollar qu'elle vend aux Chinois en yuan. On voit aussi un système multipolaire à la fois financier mais aussi politique se constituer autour d'un pôle occidental, autour de l'OTAN, on va dire, élargi, et puis un pôle sino-russe, et qui peut aussi s'élargir avec peut-être des intérêts communs politiques. On peut penser à Taïwan pour la Chine. Et donc finalement, tout cela, en termes de stabilité géopolitique à long terme, est un bouleversement à prendre en compte pour les marchés. Concrètement, qu'est-ce que ça implique dans cette vision de prospective, Jean-Jacques ? Du point de vue des marchés financiers, ça veut dire quoi ? Des flux financiers moins globalisés, des flux financiers qui vont être de plus en plus domestiques ou régionaux également ? C'est ce qu'on voit. Par exemple, on a vu énormément de sorties. Alors là, il y a un rebond qui est très impressionnant sur les marchés asiatiques, mais il faut voir que, par exemple, sur la technologie en Asie, on a fait une correction de 72%. 72% depuis les hauts. Ouais. C'est la plus forte correction jamais connue dans l'histoire récente. C'est plus que la grande crise financière de 2008. Donc il y a eu des dégagements de flux occidentaux, américains, européens très importants de l'Asie depuis longtemps, de la Chine notamment, pour être clair. Et certes... Rien n'est dit qu'ils reviennent dans les mêmes proportions. Il y a un côté irréversible là-dedans. Et même, on peut en discuter même sur la Russie, même s'il y a un accord. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on voit bien que les parties, à la fois russes et ukrainiennes, ont un intérêt rationnel à un accord. C'est pas la rationalité qui, malheureusement, a guidé le comportement des parties au cours de ces derniers mois. Pas la rationalité économique et financière, en tout cas. Absolument. Cependant, même s'il y avait un accord, on peut se poser la question de la réversibilité. C'est une question essentielle, en fait. Premièrement, est-ce que les sanctions infligées à la Russie sont réversibles en partie, en totalité, en partie probablement en totalité, ça reste à démontrer. Deuxièmement, est-ce que l'exclusion de la Russie du système financier est réversible ? Probablement oui, on espère, parce qu'il y a un risque alimentaire et un risque de famine dans le monde qui est vraiment important du fait de la position russe en tant qu'exportateur mondial de blé. Je rappelle que la Russie plus l'Ukraine, c'est 25% des exports mondiaux de blé. Donc, qui est l'aliment de base pour absolument pour le pain, grande partie de la planète. Oui, pour la semoule en Afrique du Nord. Donc en fait, on peut vraiment dire que cela pose vraiment un vrai sujet de sécurité alimentaire mondiale. Et enfin, j'allais dire, la dernière réversibilité, qui est encore plus sujette à caution, c'est le gel des investissements russes. On a vu beaucoup de sociétés partir de la Russie, fermer leur activité, juste abandonner tous leurs investissements, que ce soit pétroliers ou autres. Et donc, on peut imaginer que s'ils doivent revenir un jour, ce qui est déjà sujet à extrême caution, ils ne reviendront jamais dans les mêmes proportions. Non. Et donc aujourd'hui, quelque chose est enclenché. On voit bien que c'est quelque chose de nouveau, que finalement c'est une démondialisation qui prévalait avant le Covid et qui désormais s'accélère d'une manière complètement inattendue avec cette guerre.
Merci beaucoup Jean-Jacques pour ce cadre d'analyse donc après 3 semaines de guerre en Ukraine. On le rappelle, 21e jour de conflit aujourd'hui. Jean-Jacques Oana était avec nous en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Et poursuivons cette discussion de marché avec quelques éléments en matière de stratégie d'investissement. Et Delphine Arnaud est à nos côtés, je le rappelle, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Delphine, je comprends que pour les gérants, alors, la situation est complexe, multidimensionnelle et qu'il faut travailler sur la base de différentes hypothèses, différents scénarios. Vous venez de développer là chez Edmond Rothschild Asset Management 3 scénarios, alors sur la base de l'actualité du moment. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces scénarios ? Est-ce que ce sont des scénarios qui conduisent à des décisions d'allocation très différentes en fonction de celui qui se matérialiserait demain ? Oui, bien sûr. Ces 3 scénarios, en fait, ils ne sont pas des probabilités figées. Ils suivent au gré de l'actualité les risques que la place financière encourt. Notre façon d'analyser ce qui se passe en Ukraine, mais également ce qui se passe en Chine avec le Covid, c'est qu'on a 3 chocs fondamentaux qui se superposent. Le premier, c'est un choc inflationniste de désorganisation du commerce international. Encore une fois, on l'a déjà connu avec le Covid. On voit que, à la différence du choc pétrolier des années 70, ce n'est pas que l'énergie qui monte. Ce sont toutes les matières premières, notamment les matières premières agricoles, notamment les engrais. Et puis certains composants, on a parlé de Michelin, on parle également du néon, 40% de la production en Ukraine, le palladium. Et en fait, donc inexorablement, on aura un commerce international qui va se désorganiser. On voit déjà le prix du fret qui a fortement monté. Donc ça nous rappelle les sombres heures du Covid. Également, on prend en compte le choc géopolitique. On a une polarisation des blocs avec Russie, Chine de l'autre, Europe, Japon, États-Unis de l'autre côté. Et ça, en fait, cette polarisation, elle a tendance à accentuer des flux de capitaux. Et ça nous amène au 3e choc, qui est donc un choc sur les classes d'actifs avec beaucoup de dégagements, notamment de la Chine. En même temps que le Covid montait en Chine, on a eu également des investisseurs américains qui ont pu dégager des positions de Chine de peur de représailles et de durcissement d'un conflit qui déborderait entre les États-Unis et la Chine. À partir de là, on a dressé donc 3 scénarios, comme j'ai dit, avec des probabilités qui sont revues assez rapidement. Les 2 premiers scénarios, c'est un conflit qui reste local. Et puis, on est obligé de dresser un 3e scénario qui est de débordement du conflit, d'emballement, qui devient un conflit international. Le premier scénario, on prend acte des sanctions qui ont été mises en œuvre. On sait que ces sanctions, elles vont durer, à la différence du Covid où on avait éteint la lumière de l'économie. On savait que peu de temps après, on allait la rallumer, même si ça a duré plus de temps qu'on ne le pensait. On a rallumé la lumière de l'économie. Là, les sanctions en 2014, elles ont été levées en 2019. Ces sanctions qu'on vient de mettre et qui continuent en fait d'être augmentées chaque jour, on ne pense pas qu'elle puisse être levée aussi facilement que les sanctions mises en place pour la Crimée. Oui. Donc ce premier scénario, il prend acte des sanctions. Il prend acte aussi qu'il y a eu un mouvement d'aversion au risque qui a compressé de beaucoup les PE et qui a fait écarter les spreads de crédit. Et donc, du coup, ce premier scénario, il prend acte de la dimension inflationniste. C'est pas un scénario de récession. Le 2e scénario non plus. C'est un scénario où on retire de l'aversion au risque. Ça permet de dégager
une progression des marchés actions européens qui respiraient avec une hausse de 8%. Les marchés américains qui ont été plus protecteurs, eux, montraient de 6%, mais on pourrait voir revenir des buybacks assez importants qui ont été mis sous silence depuis quelques mois. Et donc, bon an, mal an, on pourrait voir une progression de 8% au total sur les US. Et puis, dans ce scénario, le grand gagnant, ce serait la Chine, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'aversion au risque sur la Chine. Les PE sont à des niveaux historiquement bas. On est à 9 de PE sur le MSCI China. On était descendu au plus bas à 6 en 2008, à 7 en 2011. Si on est un investisseur de long terme, sur la Chine, on a des points d'entrée qui sont très intéressants. Donc ce premier scénario, c'est l'idée d'une stabilisation un peu générale de la crise ou des crises sanitaires, géopolitiques qui s'accumulent en ce moment, et l'idée qu'on a quand même une croissance suffisamment décente encore pour être constructif sur des classes d'actifs risquées. C'est ça? Oui, donc on prend acte de la facture énergétique qui va augmenter. Ouais. Ça va impacter la croissance européenne en premier lieu, la croissance mondiale. Mais il n'y a pas de choc de confiance. Et puis, au fur et à mesure qu'on va sur un cessez-le-feu, du coup, on dépresse de la prime de risque. Ah ouais. Le deuxième scénario, alors qui est toujours celui où le conflit ne se généraliserait pas. Oui, Qu'est-ce qu'il y a de différent, ce scénario alors on reste toujours sur un conflit qui est localisé, mais qui s'enlise. Et là, par contre, on voit une accélération, une escalade dans les sanctions, avec des sanctions qui pourraient toucher à ce moment-là l'énergie, le gaz, le pétrole en Europe. Le premier pas a été fait aux États-Unis, où ils ont mis de telles sanctions. C'était assez immune pour eux. Pour nous, les Européens, ce sera lourd de conséquences. Et là, on va plutôt sur un scénario d'inflation par rationnement. Et donc là, c'est un peu plus compliqué pour la croissance. Et il va falloir faire des calculs sur les marges des sociétés, réviser à la baisse les croissances bénéficiaires, et on aura peu de répit sur l'aversion au risque. Donc un scénario qui est très inflationniste et qui tue la croissance. Quoi. Qui accélère le ralentissement de la croissance. On n'est pas encore dans un scénario de récession. Et le troisième scénario, c'est là on a une contagion au niveau global de ce conflit, avec un durcissement des discussions entre les États-Unis et la Chine, et avec des fuites de capitaux, une déstabilisation des marchés financiers. Et là, c'est un scénario très sévère. Ouais. Néanmoins, c'est un scénario qu'on ne peut pas exclure. Donc, en moyenne, on est autour de 5% sur ce dernier scénario. Et pourquoi on ne peut pas l'exclure? Parce que, sans faire de stratégie militaire, le conflit, pour qu'il se résolve, il faut que dans les pourparlers de cessez-le-feu, il faut que Poutine accélère en fait les bombardements, malheureusement, sur l'Ukraine, pour gagner du poids militaire, et que son poids dans les négociations pèse. Et donc c'est là où en fait ce scénario 3 il pourrait se mettre en place de façon un peu accidentelle sur une intensification du conflit, et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre. Oui, c'est pour ça que on est en train de vivre un peu ces trois scénarios en ce moment-là. Donc, il n'y a rien de décisif encore, vous dites, à ce stade? À ce stade, il n'y a rien de décisif. On a une bonne avancée du côté des cessez-le-feu, donc ça, c'est bon pour le scénario 1. On a une augmentation des sanctions, par exemple, l'Union européenne a pris des sanctions sur l'acier. C'est pas très important, la Russie, pour l'acier, mais ça montre qu'on est toujours dans une phase d'escalade des sanctions. Et puis, on n'est pas à l'abri les bombardements s'intensifient. Et sur le terrain militaire, effectivement, l'intensité ne faiblit pas.
Voilà. Dans ces trois scénarios, quel est le comportement des banques centrales, ou en tout cas d'une banque centrale comme la Fed, qui va ce soir délivrer sa première hausse de taux de 25 points de base, Delphine ? Alors, les banques centrales étaient dans une phase de normalisation. On a eu la BCE hier qui n'a pas craqué, la semaine dernière, pardon, qui n'a pas craqué, qui poursuit son chemin de normalisation, même si elle se laisse beaucoup d'optionnalités. Et donc, la Fed va continuer ce chemin de normalisation. En janvier, début février, on pensait qu'elle allait faire 50 points de base de hausse. Donc ça, c'est écarté parce qu'en fait, elle ne veut pas surprendre les marchés. Et aujourd'hui, cette hausse-là de 50 BP n'est pas pricée dans les anticipations. Donc on aura 25 BP. Oui, mais en l'absence de la crise géopolitique qu'on connaît depuis 3 semaines, le 50 BP était un cas possiblement central, quoi. Il était sur la table. Ouais. Donc en termes de normalisation, on pense qu'il va y avoir bien 6 hausses de taux au cours de l'année de la part de la Fed. Et la grosse incertitude, elle se porte plus tellement sur les hausses de taux, elle se porte plutôt sur la réduction du bilan. Ça va peser sur les valorisations des actifs risqués. Et puis, l'incertitude, elle se pose aussi sur la valeur terminale dans les dots. Et ça va peser plus fortement sur les valeurs à cash flow, à croissance élevée, dont les cash flows de long terme pèsent dans les valorisations. Et la conversation sur ce qu'on appelle le taux terminal ou le taux neutre, jusqu'où je peux remonter mes taux directeurs au regard de la croissance potentielle de mon économie. Cette conversation, c'est plutôt à la baisse ou à la hausse? On a plutôt tendance à penser que le taux terminal est inférieur à ce que projette la Fed aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a une possibilité qui soit peut-être plus élevée que ce qu'on imagine? Non, alors le taux terminal, il a plus de marge de manœuvre à la hausse. Et on est plutôt sur une hausse du taux terminal. On l'estime quoi, entre 2,25 et 2,50, c'est ça aujourd'hui? On est à 2,50. Et donc la crainte pour les marchés actions, et notamment les marchés à forte croissance type Nasdaq, c'est plutôt une augmentation de ce taux terminal, une accélération du rythme de hausse des taux et une baisse des valorisations conséquentes. En fait, quand on fait l'exercice sur le Nasdaq, quand on le compare par exemple au Russell 2000, le Russell 2000, donc les valeurs plutôt plus petites sociétés, un peu plus value, avaient commencé leur chemin de baisse dès 2021, alors que pour le Nasdaq, la baisse, elle a commencé en novembre de fin 2021 et elle s'est accélérée en janvier. En fait, si on regarde la composition de la valorisation du Russell 2000, on a à peu près 40% de cette valorisation qui correspond à de la book value, donc de l'actif en compte, plus 3 années d'anticipation de résultats. Ouais. Et donc, du coup, en fait, on a moins de 50% de la valorisation qui correspond à de la croissance de résultats à plus de 3 ans. D'accord. Alors que sur le Nasdaq, en fait, on est à près de 75%. On actualise très, très loin. On actualise très, très loin. On est à plus de 75% de la valorisation du Nasdaq. Qui est lié au cash flow futur. Qui est lié au cash flow futur. Et donc, du coup, qui est très, très sensible au taux. Alors même que le PE du Nasdaq, aujourd'hui, il est à peu près à 21. On a connu des 34 en 2020, c'est une dimension importante. Et l'autre dimension pour comparer le Russell et le Nasdaq, c'est également que sur le Russell, on a des valeurs plus domestiques, plus tournées vers l'énergie, alors que sur le Nasdaq, on a à peu près 45% des valeurs de Nasdaq. Ce sont les 5 grosses darlings de la cote. Globalisées, mondialisées. Qui sont mondialisées et qui sont plus soumises au commerce international. Réponse ce soir, concernant la Fed, en tout cas, le 25 points de base semble acquis. La question est celle de la communication et du message qui accompagneront donc cette première hausse de taux de la Fed attendue ce soir, avec 5 heures de décalage seulement, vous le savez, avec la côte est des États-Unis qui sont déjà passés à l'heure d'été. Donc rendez-vous à 19h pour la décision et 19h30 pour la conférence de presse de Jérôme Powell. Merci à vous deux, Delphine Arnaud qui est avec nous, je le rappelle, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management, et Jean-Jacques Ohana, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha, les invités de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.